OK, alors bonjour tout le monde. On est maintenant rendu au troisième cours. Je vais vous dire ceci. Après le cours de après aujourd'hui, vous allez avoir vu pas mal de matières. Le cours de la semaine prochaine, c'est les méthodes de dépréciation. Après le cours de la semaine prochaine, si je suis honnête avec vous, je vais vous dire que la grosse partie de ce qu'il fallait apprendre cette session, c'est appris. Et vous allez avoir vraiment la base de la finance. Par la suite, le cours 5 et 6, c'est des cas exceptionnels. Et en revenant de l'examen, tout ce qu'on va voir en revenant de l'examen, ça va être encore une fois des cas uniques, mais le gros de la finance corporative, c'est toute la théorie de l'intérêt en finance 1 et la gestion de projet, alors les 4 premiers cours de finance 2. Alors après le cours 4, vous êtes en mesure de faire environ 85 du TP. Les cours 5 et 6, c'est les cas spéciaux. OK, donc, rationnement du capital. Au premier cours, on avait vu un projet. On investissait un certain montant et par la suite, on recevait des cash flows positifs pendant quelques années. Alors, on est capable de calculer autant t est égal à 0 où est-ce qu'on veut investir. On a vu plusieurs méthodes de calculer la rentabilité d'un projet. Alors, on a calculé la VAN, la valeur actuelle nette. On a calculé le taux de rendement, Internal Rate of Return, le rendement du projet, l'indice de rentabilité. On a vu quelque chose qui s'appelle l'annuité équivalente. Ce n'est pas vraiment utilisé en finance. Nous, on va s'en servir pour quelque chose au cours 5. On a vu le délai de récupération. Alors, c'est tout simplement quand est-ce que je vais récupérer mon cash. C'est le délai de récupération actualisé. Mais alors, quand est-ce qu'on va utiliser VAN et quand est-ce qu'on va utiliser taux de rendement interne? Donc, peut-être que la compagnie elle a des contraintes budgétaires. Donc, on va assumer que tous les projets, pour nous, jusqu'à l'intra, on assume que tous les cash flows sont certains. D'autant plus, on va assumer que si on investit dans un projet, on n'est pas en train de cannibaliser les cash flows des projets existants. Alors, imaginez qu'on ouvre un nouveau Walmart, on va assumer des ventes supplémentaires. Par contre, si tu ouvres un nouveau Walmart à la Prairie, il y a un Walmart à Brossard. Si on ouvre un Walmart à la Prairie, il y a des clients qui iraient normalement au Walmart de Brossard qui vont se retrouver à la Prairie. Alors, ça affecte nos cash flows existants. Nous, on va assumer qu'il n'y a aucune cannibalisation du marché interne. Alors ici, l'exemple que je vous donne, c'est que supposons que Humpty Dumpty sort une nouvelle sorte de chip au bacon. Quelqu'un qui va rentrer au dépanneur pour s'acheter ses chips au barbecue, voit la nouvelle saveur, achète la nouvelle saveur. On ne peut pas vraiment dire qu'on a créé des cash flows parce qu'un client existant achète tout simplement un autre produit, un nouveau produit au lieu d'utiliser un produit qui était existant. OK. On va aussi regarder des projets qui sont exclusifs versus des projets qui sont indépendants. Normalement, on a des projets qui sont indépendants. C'est comme dire qu'on a autant d'argent pour investir dans tous les bons projets. Alors, si je te dis que j'ai 1 milliard à investir et chaque projet coûte 1 million, tu peux dire que tu peux investir dans tous les bons projets. Par contre, si j'ai juste 1 million à investir et j'ai 1000 projets, les projets sont exclusifs, je peux juste en prendre un. C'est la même chose que dire, écoute, j'ai un terrain. Je peux soit ouvrir un Tim Hortons ou un McDonald's, mais je ne peux pas ouvrir les deux en même temps. Si je m'ouvre un McDonald's, il y a des cash flows. Par contre, je pourrais louer le terrain, il y aurait des cash flows. Alors, c'est un ou l'autre, mais je ne peux pas faire les deux. Alors, dans quel projet qu'on va investir? Alors, la règle principale de tout actif d'une entreprise, un actif physique, financier ou humain, c'est qu'on doit maximiser la valeur des actionnaires. Donc, supposons qu'on a un budget de 1 million de dollars. La règle générale, c'est qu'on va maximiser la valeur des actionnaires. J'ai un budget, j'ai 1 million dans lesquels que je peux investir aujourd'hui. J'ai un premier projet, le projet A. L'investissement initial de ce projet A est de 1 million. Donc, si j'ai juste 1 million à investir, je pourrais prendre le projet A et en conséquence, je vais créer 1 million de valeur. Donc, j'investis 1 million au temps zéro. La valeur actuelle de tous les cash flows futurs est de 2 millions. Donc, net, la valeur de ce projet est de 1 million. Le projet B me coûte 100 000 $. L'investissement initial est de 100 000 $, va générer des cash flows futurs qui valent 600 000. Donc, la valeur actuelle nette va être de 500 000. Un investissement aujourd'hui de 100 000, négatif.
600 000 de cash flow futur, net, je crée 500 000 de valeur pour l'entreprise. Le projet C, 200 000 d'investissement initial, je vais créer 500 000 aujourd'hui si j'investis dans ce projet, le projet C. Et le projet D me coûte 500 000. Et si j'investis 500 000, je vais créer 500 000 de valeur. Donc, c'est comme si j'investis 500 000 négatifs au temps 0. Au temps 1 jusqu'au temps N, la valeur de tous ces cash flows au temps 0 est de 1 million. Donc, la valeur de tous les cash flows, incluant l'investissement initial, est de 500 000. Cette valeur, elle est calculée où temps T est égal à 0. Si vous êtes un gestionnaire de cette entreprise, selon vous, quel projet devrions-nous aborder? Le projet A, le projet B, le projet C ou le projet D? Prenez 2 secondes et pensez-y. Alors, j'ai quelques personnes qui vont répondre. Alors, j'ai plusieurs personnes qui ont répondu le projet B. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent dire autrement? Donc, le projet B crée 500 000 de valeur aujourd'hui, mais le projet A crée 1 million de valeur. Alors, tu ne penserais pas que le projet A vaudrait plus la peine que le projet B? Alors, j'ai quelqu'un qui a la bonne réponse. C'est bel et bien B, C et D. Alors, la bonne réponse était E ici. Aucune de ces réponses. Et pourquoi? Si j'investis dans le projet A, j'ai 1 million à investir, je l'investis tout dans le projet A et je vais créer 1 million en valeur. Ou bien donc, je peux investir 800 000 dans les projets B, C et D et en conséquence, je vais créer 1,5 million en valeur. Donc, si j'ai le choix entre n'importe lequel de ces projets, je vais choisir le projet A parce que je vais créer 1 million en valeur. Ce n'est pas l'investissement initial qui compte, c'est la valeur qui est ajoutée aux actionnaires. Alors, qu'est-ce qui maximise la valeur des actionnaires? C'est maximiser la valeur et non maximiser le pourcentage de rendement. Donc, si j'investis dans le projet A, j'aurai 1 million. Alors, si les projets sont exclusifs, A, B, C ou D, mais aucune combinaison, j'investis dans A, j'ai créé 1 million en valeur. Par contre, j'ai 1 million à investir, les projets sont indépendants. Je peux en prendre autant tant que j'ai investi moins que 1 million, autant T est égal à 0. Alors, si j'investis dans A, je n'ai rien d'autre que je peux investir. Mais si je peux investir B, C et D, ça me coûterait 800 000 et je vais créer 1,5 million en valeur. Donc, la bonne réponse, c'est B, C et D. Dans ce cas-ci, ce serait aucune réponse. Donc, un projet qui est indépendant, on va l'accepter si la vanne, elle est positive. Si la vanne, elle est positive, on crée de la valeur. Par contre, si la vanne elle est positive, le taux de rendement interne est plus grand que le coût du capital. Alors, si le coût du capital, j'emprunte à du 12 pour investir dans du 20 je vais créer de la valeur pour mes actionnaires. Donc, si les projets sont indépendants, je vais prendre n'importe quel projet qui a une valeur positive. Alors, si j'ai aucune contrainte budgétaire, je prends tous les projets qui ont une vanne positive. Je prends tous les projets qui ont un taux de rendement interne plus grand que le coût du capital. Ça va être la même décision que si on prend vanne ou taux de rendement interne. Par contre, si j'ai une contrainte budgétaire comme j'ai ici, j'ai le projet A qui a un rendement qui est très élevé. Alors, le projet A me donne un investissement de 1 million. Je vais créer 1 million. C'est un rendement de plus ou moins 100 mais ici, le projet B me coûte 100 000. Je fais 500 000 de rendement. Alors, c'est un rendement de 500 Alors, le projet B a un rendement d'environ 500 je dis environ parce que les cash flows, je ne connais pas le timing des cash flows. Alors, un rendement d'environ 500 le projet A a un rendement d'environ 100 Alors, le projet B a un taux de rendement interne plus élevé. Par contre, la vanne de A, 1 million, elle est plus grande que la vanne de B. Les profits de A sont plus grands que les profits de B. Si j'ai le choix entre A ou B, mais pas les deux, lequel que je devrais prendre? La réponse, c'est A. Pourquoi? Je maximise la valeur de mes actionnaires. Alors, si je vous disais, à la fin de l'année, je peux vous payer 100 000 ou 50 000 pour votre salaire en tant que comptable, vous n'allez pas me dire, ah, je vais prendre 50 000 parce que pour le temps qui est investi, j'ai un rendement qui est plus grand. Non, vous voulez maximiser votre richesse, alors vous allez prendre le 100 000. Donc, je vais vous donner ici un exemple où est-ce que Van et taux de rendement interne
peut se contredire. J'ai deux projets, le projet A et le projet B. Le projet A a un investissement initial de 500 000 $. Le projet B a un investissement initial de 300 000 $. Ce sont des cash flows qui sortent, c'est des cash flows négatifs. Alors, on paye 500 000, on paye 300 000, c'est de l'argent qui sort. Cash flow 1 pour le projet A, 330 000. Projet B, cash flow 205 000. C'est des cash flows qui rentrent, c'est du positif. Dans les deux cas, les projets sont investis. Le coût du capital est de 12 %. Donc, on veut calculer la vanne et le taux de rendement interne. Alors, si les projets sont indépendants, lequel que je vais prendre? Si les projets sont exclusifs, lequel que je vais prendre? Donc, regardons pour le projet A. Le projet A, un cash flow initial de 500 000 négatif, un cash flow de 330 000 qui sera escompté pour une année à 12 % et un cash flow au temps 2 de 330 000 qui sera escompté à 12 % pendant 2 périodes. Donc, 500 000 investis au temps T est égal à 0, cash flow sortant, c'est l'investissement initial. Au temps 1, on reçoit 330 000, on va escompter ça du 12 % pendant une période. Plus un autre cash flow positif de 330 000 qui est reçu au temps T est égal à 2, on va escompter ça à 12 % pendant 2 périodes. Donc, la valeur de ce projet, elle est calculée au temps T est égal à 0. La valeur de ce projet est de 57 716,84. Alors, si le projet est indépendant, est-ce qu'on devrait l'accepter? La réponse, c'est oui. Par contre, supposons qu'on a juste un budget d'investissement total de 600 000. Je peux investir dans B, mais je ne pourrais pas investir dans A. Je pourrais investir dans A, mais je ne pourrais pas investir dans B. Alors, ça, c'est des projets qui sont exclusifs. Alors ici, on doit se poser dans quel projet est-ce qu'on va investir. Donc, si j'investis dans A, je vais créer 57 000 $ de valeur pour mes actionnaires. Quel est le taux? Alors, avec notre calculatrice, on est capable de faire ce calcul. Encore une fois, sachez que le fichier qui est mis en ligne, où est-ce qu'il est? Oups, j'avais mis un fichier en ligne. Je vais essayer de le trouver. Ah, t'es où? Il a comme disparu. C'est le fichier utilisation de la calculatrice. Alors, ça vous explique comment utiliser la calculatrice. Je vous l'ai montré la semaine passée. Alors, elle est déjà en ligne. Alors, avec votre calculatrice, vous avez le bouton Cash Flow. Si vous étiez avec moi en Finance 1, je vous ai montré comment utiliser ces registres, mais si vous n'étiez pas avec moi en Finance 1, alors vous avez un bouton Cash Flow. Je ne pourrais pas vous expliquer pour la charte, mais je peux vous expliquer le concept pour la BA2+. Si c'est l'autre Texas Instruments, c'est le même principe. C'est le même principe pour toutes les calculatrices. Vous avez des registres, vous rentrez les variables cash flow. Alors, si vous pèsez le bouton cash flow, ça vous dit cash flow 0. Ici, vous mettiez 500 000 en négatif. Enter. Par la suite, vous utilisez les flèches. Alors, la flèche vers le bas, ça dit C01 ou, si vous avez l'autre calculatrice, CF1. Alors, ça, c'est cash flow au temps 1. Vous mettez 330 000. Positif. Enter. Flèche vers le bas. Avec ma calculatrice, ça dit F01. Pour toutes les F, ça veut dire fréquence. Jouez pas avec ça. Gardez ça tout le temps à 1. Alors, vous mettez fréquence 01 à 1. Toutes les F, F1, F2, F3, vous mettez tout le temps ça égal à 1. Flèche vers le bas, C02, cash flow au temps 2, encore une fois, 330 000. Enter. Et maintenant, si vous utilisez la flèche vers le haut, vous pouvez voir si vous avez bel et bien rentré toutes les bonnes données dans votre calculatrice. Ici, vous voulez savoir quelle est la valeur actuelle nette. En anglais, c'est NPV. Vous avez un bouton pour ça. Alors, vous avez un bouton sur votre calculatrice qui dit NPV puis IRR.
vous faites Compute NPV et en théorie, ça devrait vous demander qu'est-ce qui est arrivé? Un taux d'intérêt. Moi, j'avais un taux d'intérêt qui était déjà dans ma calculatrice parce que je n'avais pas clairé les registres. Alors ici, je vais mettre 12. Enter. Encore une fois, vous pouvez faire Compute NPV. Alors, Compute NPV. Ou bien donc, vous utilisez les flèches vers le bas et ça va vous dire NPV est égal à, et vous pesez Compute. Et encore une fois, ici, ça devrait vous donner 57 716,84. Moi, j'ai eu un petit problème avec ma calculatrice parce que j'ai remarqué que ouais, j'ai des cash flows au temps 3 qui n'ont pas été effacés. J'ai un cash flow au temps 4 qui n'a pas été effacé. Alors, c'est ça. C'est votre calculatrice. Elle a beaucoup de caprices, votre calculatrice. Donc, NPV Compute. Compute. Et là, c'est ça. Alors, en sortant toutes les variables superflues, j'ai mon 57 716. Même principe, si maintenant vous faites Compute IRR, ça va vous donner le taux de rendement interne. Alors, pour faire le calcul du taux de rendement interne à la longue, alors la formule, le taux de rendement interne, c'est le taux de rendement qui fait en sorte que tous les cash flows donnent une valeur de 0. Donc, si j'ai 500 000 qui est au temps t est égal à 0, plus 330 000 escomptés pendant une période au taux de rendement interne au lieu du 12 au taux de rendement interne qui est inconnu, plus 330 000 qui est escompté au taux de rendement interne pendant 2 périodes, la valeur actuelle nette de ce projet serait égale à 0. Donc, avec ma calculatrice, encore une fois, Compute IRR, alors, ou IRR Compute, dépendant de votre calculatrice. Et ça va vous donner une réponse qui est égale à 20,68694, alors 20,68 ou 20,69 C'est possible de faire ce calcul, le taux de rendement interne à la mitaine. Alors, c'est une rente de 2 paiements de 330 000 qui valent 500 000 au temps t est égal à 0. Vous seriez capable d'utiliser tous vos boutons financiers que vous avez appris en Finance 1. Vous seriez en mesure de vous en servir. Par contre, si les cash flows ne sont pas constants, vous n'êtes plus capable de vous en servir. Vous devez utiliser les registres internes. Maintenant, c'est pour ça que c'est important de connaître votre calculatrice, parce qu'à un examen, bien sûr, si je vois cette formule, si la question vaut 5 points et je vois cette formule, vous avez 80 de la note ici. Et le 20 qui vous manque, c'est la réponse finale. Donc, si vous n'avez pas la réponse finale, s'il vous plaît, mettez autant de formules que possible. Alors, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que moi, j'avais fait le calcul du taux de rendement interne de NPV et j'avais un problème parce que j'avais oublié de clairer mes registres. Donc, j'avais 60 000 comme réponse parce que j'avais un cash flow au temps 3, 4 et 5 qui n'avait pas été effacé. Alors, c'est des clés mémoire, ça reste là-dedans. Alors, pour effacer, je pense que j'oublie. Je pense que pour tout effacer, vous faites second function. Puis en bas, ici, vous avez clear work. Et je pense que ça claire vos registres. Cash flow. Non, ça ne claire pas mes registres. Alors, ça fait 10 ans que je n'ai pas utilisé cette calculatrice. C'est important que vous sachiez comment vous en servir. OK. Alors, une question qui arrive souvent, qu'est-ce que vous voulez que je mette à l'examen? Juste la formule ou la réponse? Si vous avez tout calculé, écoute, moi, j'ai tout été une personne matheux. Alors, j'ai souvent sauté des étapes. Alors, je n'ai pas écrit toutes mes étapes parce que j'avais la bonne réponse et j'arrivais à la réponse finale. Mais je vais vous dire que le nombre de fois où j'avais fait une erreur le long du chemin, je n'ai pas la bonne erreur à la toute fin, je perdais une grosse partie de mes points vis-à-vis quelqu'un qui avait écrit toutes ces formules et à la toute fin avait lui aussi la mauvaise réponse. Si vous arrivez directement à la réponse, parfait, je vais vous donner vos points. Par contre, je vais vous dire tout de suite, c'est très rare que quelqu'un arrive directement à la réponse. Donc, mettez autant des formules que possible. Si je vous demande le calcul de la vanne, vous pouvez me donner juste ça, si vous voulez. Mais si vous n'avez pas la bonne réponse, je ne peux pas vous donner des points. Alors, donnez-moi une excuse de vous donner des points. 80 de la réponse, c'est la formule. 20 de la réponse, c'est le chiffre final. Donc, projet A, valeur actuelle nette qui est positif.
L'investissement, on investit avec un coût du capital de 12 mais on crée 20,68 de rendement. Donc, c'est pour ça que la valeur actuelle nette, elle est plus grande que zéro. Pour le projet B maintenant. Pour le projet B, on a un investissement initial de 300 000 $. Au temps 0, on a 300 000 $ qui est investi. Au temps 1 et au temps 2, on va recevoir 205 000 de cash flow. Si le coût du capital est de 12 le premier cash flow de 205 000 est escompté à 12 Le deuxième cash flow de 205 000 est escompté à 12 pendant 2 périodes. Donc, la valeur de ce projet est de 46 460 et 46. Donc, encore une fois, on rentre avec notre calculatrice. Cash flow 0, moins 300 000. Cash flow 1, 205 000. Fréquence, une fois. Cash flow 2, 205 000. Fréquence, une fois. Compute NPV, ça vous donne 46 460. Alors, pour M. Tremblay, oui, il y a un bouton qui s'appelle Reset calculatrice, mais il y a 4 calculatrices et les 4 ont une méthode similaire, same but different, similaire pour changer. Alors, dépendant de votre calculatrice, aussi, mon modèle, il est vieux de 10 ans, alors c'est pas exactement le même modèle que le vôtre. Il y a eu des upgrades. Donc, à un examen, je ne peux pas vous aider, mais je vais vous dire tout de suite, vous pouvez utiliser Excel pour faire votre examen parce que j'ai pensé à ça. Si vous voulez faire vos calculs avec Excel, pas de problème. Par contre, encore une fois, j'ai besoin de voir une formule, mais si vous êtes capable de programmer en Excel, écoute, je ne peux pas vous pénaliser pour ça. Monsieur? Écoutez, les questions, écrivez-moi ça en texte et je vais répondre. À la fin du cours, je vais répondre à toutes les questions en personne. Alors, le taux de rendement du projet B. Alors, quel est le taux de rendement qui fait en sorte, quel est le taux d'intérêt qui fait en sorte que la valeur actuelle de ces cash flows, elle est égale à 0? Donc, 300 000 investis au temps T est égal à 0. 205 000 investis au temps 1 escompté à un certain taux d'intérêt, l'inconnu, plus un autre cash flow au temps 2 escompté à un certain taux d'intérêt qui est aussi qui est le même inconnu. Alors, ici, ça devient une rente de 2 paiements de 205 000 qui vaudrait 300 000 au temps 0. Alors, pour utiliser les boutons financiers, les 5 boutons financiers, vous pouvez le faire avec ce calcul. Par contre, si les cash flows sont différents, s'ils ne sont pas constants, vous devez utiliser les boutons cash flow. OK, alors, Sarabjit, alors, il vient juste de me dire que Second Function Clear Work, oui, mais ça, c'est sur les nouveaux calculatrices BA2+. Encore une fois, moi, ma calculatrice, si j'utilise cette méthode-là, elle ne fonctionnerait pas. Pourquoi? Je l'ai achetée en 2006, cette calculatrice. Alors, c'est la même calculatrice, mais il y a eu des upgrades depuis. Alors, des petites choses qui sont différentes. Alors, toutes les calculatrices ont des caprices. Je le sais, sont où les caprices, mais je ne sais pas comment les régler. Donc, clairer tous vos registres. Moi, c'est souvent ce que j'ai fait, même en 2006, quand j'ai fait mes examens de CFA avec cette calculatrice-là, je mettais 0 dans tous mes cash flows, puis je recommençais à 0. Parce que même à cette époque-là, j'avais des doutes sur la calculatrice. Alors, je rentrais 0 dans tous mes cash flows, puis ensuite, par la suite, je recommençais à 0. Alors, trouvez la méthode qui vous rend confortable. Écoutez, c'est à vous de connaître votre calculatrice ou Excel, mais bien sûr, je veux voir des formules. Si vous faites une erreur, et je vais vous dire que j'ai coulé un examen d'actuariat parce que ma calculatrice était en mode début de période, quand toutes les questions étaient en mode fin de période, même 15 ans plus tard, je suis furieux de ça. Je ne vais jamais l'oublier. Mais toutes les calculatrices ont des caprices. Je les connais, mais c'est à vous de les connaître. Je peux vous les expliquer, mais c'est à vous de les solutionner. Alors, le taux de rendement interne. Alors, cash flow 0, 300 000, cash flow 1, 205 000, cash flow 2, 205 000. Taux d'intérêt 12 compute NPV 46 000.
Maintenant, si vous faites Compute IRR, votre calculatrice, elle a en mémoire tous les cash flows nécessaires. Compute IRR, ça vous donne 23,61%. Donc, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que peut-être qu'il y avait un cash flow au temps 3 que vous avez oublié d'effacer, qui est encore dans la calculatrice. Donc, NPV et IRR vont vous donner des réponses qui sont erronées. Mais la formule est bonne. Je peux vous donner 80% des points. Et c'est souvent le cas. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, si je prends WACC moins le taux de rendement interne, est-ce que ça me donne le pourcentage de rendement de la compagnie? Je ne le verrai pas comme ça. Il y a un timing des cash flows. Je te dirais d'oublier cette relation. Tout ce que je peux te dire, c'est que si le taux de rendement interne du projet, le rendement du projet est plus grand que le taux d'investissement, le coût du capital, le projet va avoir une valeur positive. Regarde ça d'une autre façon. Supposons que tu achètes une maison pour 100 000 puis tu t'empruntes à du 3 et au courant de l'année, la maison, elle a grandi de 4 Est-ce que tu as vraiment fait du 1 ou bien donc, même exemple, maison de 100 000 tu t'empruntes à du 10 elle augmente à 11 l'année prochaine. Oui, dans la première année, tu as comme fait 1 000 de ta valeur, elle a grandi de 1 000 mais c'est différent. Dans le premier cas, c'est différent du deuxième cas. Aujourd'hui, on va regarder un peu l'inflation et ça va expliquer un peu cette question-là. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous pouvez investir dans des projets qui ont un rendement plus grand que le coût du capital, et c'est des projets qui vont avoir une valeur positive. Mais dû au timing des cash flows, je ne peux pas vraiment dire que c'est le rendement ou la profitabilité de la compagnie. Maintenant, regardons nos deux projets. Projet A fait du 57 000, projet B fait 46 000. Quel projet est-ce que vous préférez? Vous allez me dire, écoute, le projet A fait 57 000, l'autre fait 46 000, je vais prendre 57 000. Mais attends une seconde, le projet A fait du 20,68 mais le projet B fait 23,68 Lequel est-ce que vous voulez maintenant? Alors, si je vous demande quel projet est-ce que vous voulez, dans votre tête, pensez à ceci. Quel projet est-ce que vous voulez? Certains d'entre vous vont probablement dire A et certains d'entre vous vont probablement dire B. Ceux qui ont dit, je vais prendre le projet A, quelle était votre erreur? Et ceux qui ont dit, je vais prendre le projet B, quelle était votre erreur? La réponse, c'est que si on a le choix entre ces deux projets-là, on veut prendre les deux projets. Alors, si les projets sont indépendants, on va prendre les deux projets. Par contre, si on a exactement. Alors, ceux qui ont dit exclusif ou indépendant, oui, c'est bel et bien le cas. Alors, si les projets sont indépendants, ça veut dire que tu as un budget d'investissement d'1 milliard et un projet coûte 500 000, l'autre coûte 300 000, tu peux investir dans les deux. Si par contre, tu as un budget d'investissement de 600 000 tu peux investir dans un ou l'autre, mais pas les deux. On appelle ça des projets exclusifs. Ici, par contre, si les projets sont exclusifs, lequel qu'on veut, A ou B? Encore une fois, la réponse revient tout le temps à lequel maximise la valeur des actionnaires. Et 57 000, ça vaut plus que 46 000, donc on prendrait le projet A. Donc, la vanne de A, elle est plus grande que la vanne de B. Alors, si les projets sont indépendants, on prendrait les deux. Si les projets sont exclusifs, on prendrait A. Pourquoi? La vanne de A, elle est plus grande que la vanne de B. Malgré le fait que le taux de rendement interne de B est plus grand que le taux de rendement interne de A. Alors, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai mis vanne en français et IRR en anglais. Je vais le noter, je vais changer ça. OK, alors, la vente du projet A, elle est plus grande que la vente du projet B. C'est pour ça qu'on va prendre le projet A. Taux de rendement interne de B est plus grand que le taux de rendement de A. Si les projets sont exclusifs, tu veux quand même maximiser la vanne. Donc, si les projets sont indépendants, on va choisir les deux. Pourquoi? Les deux ont une valeur qui est positive. Alors, si je dis des Positive NPV Projects en anglais, alors c'est des projets qui ont des valeurs actuelles nettes qui sont plus grandes que zéro.
Alors, on va prendre tous les projets qui sont profitables. Et de même façon, on va prendre tous les projets qui ont un rendement qui est plus grand que notre coût du capital. OK, Juliette, je vais revenir à ta question dans une seconde, mais il y a une bonne question qui a été posée. Pourquoi est-ce que le taux de rendement de B est plus grand que le taux de rendement de A, mais la vente de A est plus grand que le B? Un, c'est le montant il y a deux raisons principales. C'est le timing des cash flows, mais ici, le projet A a un investissement qui est plus important. Alors, si j'investis dans un projet qui vaut 1 milliard aujourd'hui versus investir dans un projet qui coûte 1 million aujourd'hui, c'est sûr qu'on peut s'attendre à ce que le projet qui coûte 1 milliard va avoir des cash flows plus importants. On peut supposer. Mais il y a aussi une question du timing des cash flows. Alors, si j'ai un projet qui coûte 1 milliard aujourd'hui, mais le premier cash flow positif va être dans 20 ans, imaginez Hydro-Québec, les premiers barrages, je veux dire, c'était des investissements de 10 ans avant de faire des capitals positifs. Le timing des cash flows pourrait faire en sorte que le taux de rendement interne pourrait être très bas, malgré le fait que les cash flows sont relativement élevés. C'est le timing des cash flows et la valeur de l'investissement initial et la grandeur des cash flows. Alors, si les projets sont exclusifs, encore une fois, je vais répéter, on prend le projet A sur le projet B parce qu'il maximise la vanne, il maximise la valeur des actionnaires. Alors, le but de tout gestionnaire ou de tout actif d'une entreprise, que ce soit une machine, une personne ou un instrument financier ou un intangible, le but de tous ces actifs est de maximiser la valeur des actionnaires. Et si on ne maximise pas la valeur des actionnaires, souvent on va dire qu'il y a du sous-investissement. OK, alors, si je regarde VAN versus taux de rendement interne, imaginez que vous avez une maison. Vous avez acheté une maison pour 100 000 $. Aujourd'hui, elle vaut 120 000. Vous avez regardé les comparables, elle vaut 120 000. Tu as payé 100 000 $ pour ta petite maison. Aujourd'hui, elle vaut 120 000 $ et tu veux te vanter un peu. Comment est-ce que tu vas te vanter? Tu vas probablement me dire, « Hey, écoute, ma maison, elle vaut 20 % de plus qu'elle valait avant. » C'est très rare que vous allez dire quelque chose le long des lignes comme la valeur actuelle nette de mon investissement, j'ai créé 20 000 $ de valeur. C'est généralement pas la façon que vous allez expliquer ça. Donc, les investisseurs aiment ça parler de rendement parce que le rendement tient compte de la valeur de chaque dollar qui est investi. Alors, si je dis je fais du 20 bien, si j'ai investi une pièce, j'ai fait 1,20 $. Si j'ai investi 1 million, je vaux 1,2 million. Alors, ça se comprend facilement. Mais quand je dis un chiffre, c'est plus difficile à expliquer parce que si tu dis la valeur actuelle nette de mon projet était de 200 000, ouais, mais ton rendement était négatif mais ton rendement était de 0,01 %. C'est juste une façon de comprendre la valeur d'un projet. Alors, VAN et taux de rendement interne, les deux sont aussi importants. OK, donc, la raison pourquoi la vanne et le taux de rendement interne, ils se contredisent, c'est qu'au temps zéro, on avait des cash flows qui étaient différents. Alors, dans notre exemple, si on regarde notre exemple ici, cash flow au temps zéro, on avait 500 000, ici, on avait 300 000. Mais il se pourrait aussi qu'on ait deux projets qui ont un investissement initial de 500 000 $. Et le projet A aurait les mêmes cash flows de 330 000, mais je vous dis que le projet B, elle a des cash flows de 300 000. Pour un investissement de 500 000 $, mais elle a trois cash flows de 300 000. Maintenant, il y a un troisième cash flow. Les deux premiers cash flows sont plus faibles, mais il y a un troisième cash flow au temps 3. Dans votre tête, est-ce que vous êtes capable de calculer si ce projet-là vaudrait plus que ce projet A? OK, alors le timing des cash flows est important. C'est pour ça qu'on fait nos calculs. C'est qu'il y a un timing. Alors, les cash flows futurs peuvent être inférieurs dans le cas du projet B, ou bien donc, tu pourrais avoir plus de cash flows ou des cash flows qui sont éloignés. Alors, imaginez que le projet A, les deux premiers cash flows se faisaient au temps 4 et au temps 5. Alors, c'est des projets qui sont éloignés, on va les escompter avec plus d'intérêt. Ce qui ferait en sorte que peut-être que la valeur actuelle nette du projet A serait inférieure à celle du projet B. Alors, il se peut aussi. Alors, la plupart des entreprises qui ont des opérations continues, en anglais, on appelle ça un going concern. Ça veut dire qu'on s'attend à ce que cette entreprise continue à faire des cash flows jusqu'à l'infini. Mais une compagnie qui va faire des cash flows à l'infini, on suppose qu'elle ne fait pas banqueroute, mais
même comme une compagnie comme Walmart, à un moment donné, ou peut-être Delta, elle va se dire, écoute, nos avions sont vieux. Walmart va dire, écoute, nos installations sont vieux, on va passer une grosse rénovation à travers toute notre flotte. Alors, Delta achète une nouvelle série de 747. Walmart décide de rénover toutes ses entreprises. Vous voyez que les McDonald's, ils rénovent leur McDonald's à chaque 10 ans. Il n'y a aucun McDonald's qui est plus vieux que 10 ans. On doit les rénover à chaque 10 ans, justement pour garder ça neuf. Alors, il se peut que si jamais ça arrive, Walmart, dans une année, aurait des cash flows qui sont négatifs. Tu peux quand même avoir des profits pour l'année, parce que les profits ne tiennent pas compte des investissements initiaux. Alors, les profits tiennent compte d'une charge de dépréciation. Donc, si tu regardes le stade olympique, à chaque année, tu as des profits, mais à chaque 5-6 ans, on a un autre 100 millions à engloutir dans les installations. Maintenant, on parle de mettre des condos dans la tour. Je veux dire, le stade olympique a tout le temps des cash flows qui sont négatifs. Donc, on tient compte du timing des cash flows, de l'ampleur des cash flows, de la fréquence des cash flows, du montant de l'investissement initial. Aussi, un autre problème, c'est que supposons que moi j'ai investi, j'ai deux projets. Un projet fait du 25 puis un autre projet fait du 50 Mais le projet qui fait du 50 je vais recevoir mon 50 dans un an. Alors, j'ai investi dans les deux projets 1 million. Le projet A me donne 50 alors dans un an, j'ai 1,5 million en tout. Mais par contre, je ne peux plus investir ce 1,5 million dans l'autre projet. Et le projet qui avait du 25 c'était du 25 sur 50 ans. Peut-être que le projet B aurait été plus attrayant. À court terme, il y avait un projet qui était bon. Alors, si on regarde les obligations hypothécaires, qu'est-ce qui arrivait? C'est dans les années 80, les taux d'intérêt étaient de 12 Puis tout d'un coup, ils ont chuté. Alors, tous ceux qui avaient des obligations hypothécaires, ils recevaient des coupons qui payaient du 12 Mais les nouveaux taux d'intérêt sont à 3 alors ils recevaient un coupon de 120 par obligation. Mais le 120 ils ne pouvaient pas le réinvestir à du 12 Pourquoi? Les taux d'intérêt avaient chuté, alors ils pouvaient juste réinvestir cet argent-là dans du 3 Alors, le taux de réinvestissement, ici, on assume que les taux d'intérêt sont connus, sont généralement assumés, mais le taux de réinvestissement, si on ne connaît pas les taux d'intérêt aujourd'hui, on connaît à peine les taux d'intérêt pour les 5 prochaines années. C'est certain que dans 10 ans, on connaît moins les taux d'investissement ou dans ce cas, le taux de réinvestissement de notre projet. Par contre, à quel taux d'intérêt est-ce qu'on va dire que les deux projets sont égaux? Alors ici, dans notre exemple, on avait du 12 Mais à quel taux d'intérêt est-ce que va faire en sorte que les deux projets ont la même valeur? Ce taux d'intérêt, on appelle ça le taux d'indifférence. Le taux d'intérêt, ce qui fait en sorte que la vente du projet A est égale à la vente du projet B. Alors, ce n'est pas la même chose que le taux de rendement interne. Le taux de rendement interne, c'est tout simplement la valeur qui rend les deux projets égales à zéro. Alors, on avait vu que c'était 20 pour un, 23 pour l'autre. Ici, quel est le taux d'intérêt qui fera en sorte que A et B ont la même valeur? Cette valeur ne sera pas nécessairement égale à zéro. Probablement, certainement différente de zéro. Alors, qu'est-ce qui arrive quand ton coût du capital est très proche de ton taux d'indifférence? Le conflit va disparaître. Alors, je vais le montrer avec mes mains. Alors, si le taux d'intérêt est de 12 la valeur de A elle est plus grande que la valeur de B. Mais supposons que le taux d'intérêt est de 15 j'escompte les cash flows de 330 000 et j'escompte aussi les cash flows de 205 000. Ce qui fait en sorte que la différence s'approche. Peut-être à du 20 j'escompte davantage les cash flows de 330 000, j'escompte davantage les cash flows de 205 000. Alors, la valeur se rapproche. Peut-être à 30 OK, la valeur de 1 se trouve ici et la valeur de l'autre se trouve égale. Alors, à 30 les deux projets ont la même valeur. Alors, en dessous au taux d'indifférence, les deux projets ont la même valeur. En dessous du taux d'indifférence, un projet va valoir plus que l'autre. En haut du taux d'indifférence, l'autre projet va avoir plus de valeur. Alors, plus que le taux d'intérêt augmente, plus que les deux projets baissent en valeur, éventuellement, les deux vont se retrouver au même endroit. Et par la suite, un projet va valoir plus que l'autre.
Alors, plus que le taux d'intérêt est élevé, plus que la valeur elle est basse, mais il y en a un qui va se rapprocher, qui va baisser plus grand que l'autre. Mais maintenant, vu à un caprice mathématique, il se peut que le taux d'indifférence est négatif. Dans ce cas-là, on va dire qu'il n'y a pas de taux d'indifférence. Parce que, voilà. Alors, la question qu'on se pose, quel est le taux d'indifférence pour cet exemple? Quel est le taux d'intérêt qui fait en sorte que le projet A vaut autant que le projet B? Donc, le projet A, quelle est la valeur actuelle nette du projet A? C'est 500 000 au temps 0, 330 000 au temps 1, maintenant investi à un certain taux d'indifférence. Alors ici, j'ai mis RWAC, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi. J'aurais pu mettre I pour taux d'indifférence. Plus 330 000 au temps 2, qui est escompté au taux d'indifférence pendant 2 périodes. Et ça, c'est la valeur du projet A. La valeur du projet B, c'est le 300 000 au temps 0, plus 205 000 escompté à ce même taux d'indifférence pour une période, et 250 000 au temps 2 escompté pendant 2 périodes à ce même taux d'indifférence. Qui fait en sorte, quel est maintenant le taux d'indifférence? Encore une fois, cette question, on peut les faire avec des boutons financiers. Normalement, on va le faire avec les registres internes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre tout d'un côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 300 000 de chaque côté. Alors, pour éliminer ce 300 000, alors si j'ajoute 300 000 de chaque côté, je vais avoir moins 200 000 du côté gauche. Je vais ajouter 205 000, je vais soustraire 205 000 des cash flows des deux côtés. Alors, je vais soustraire 205 000 divisé par 1 plus I de chaque côté. Ce 205 000 va disparaître, va devenir 0. Alors ici, il va rester 105 000 divisé par 1 plus I à la 1. Même chose pour le cash flow au temps 2. Je vais soustraire 205 000 des cash flows au temps 2 de chaque côté. Alors lui, il va disparaître. Il va rester 105 000 du côté gauche. Et ça revient à être moins 200 000 est égal à 125 000 au temps 1 et 125 000 au temps 2. Et quel est le taux d'intérêt qui rend cette équation égale à 0? Encore une fois, vous pouvez utiliser vos registres. Cash flow 0, moins 200 000. Cash flow 1, 125 000. Cash flow 2, 125 000. Compute IRR. Et ça va vous donner votre taux d'indifférence de 16,26 %. Alors, à 16,26 %, la valeur des projets A et B sont égaux. Quelle est cette valeur? Vous devez faire le calcul de NPV au taux d'indifférence. Alors, si je vous demande quelle est la valeur d'un projet au taux d'indifférence, demandez-moi pas quel projet. C'est tous les ces deux projets, on est indifférent entre les deux à ce taux. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce qu'on doit faire le calcul avant de rentrer nos cash flows? Quand vous allez devenir bon, vous allez voir qu'il y a un cash flow supplémentaire de 200 000. Vous allez le voir dans votre tête quand vous allez devenir bon. Et soyez certains, vous allez devenir vraiment bon. Ce qu'on fait aujourd'hui, rendu le 6e cours, pour la plupart d'entre vous, vous allez trouver ça basic. Vous allez être surpris de combien. Moi, je suis tout le temps surpris de l'effort que mes étudiants font dans ce cours. Alors, dans votre tête, vous pouvez voir qu'au cash flow 0, il y a 200 000 de plus d'un côté. Au cash flow 1, il y a 125 000 de plus d'un côté. Au cash flow 2, il y a 125 000 de plus d'un côté. C'est juste s'assurer que les signes sont dans le bon sens. Par contre, qu'est-ce qui arrive quand j'ai deux projets de durée inégale? Un projet est bon pour 2 ans, l'autre est bon pour 5 ans. Ici, c'était tous les mêmes cash flows. Alors, si j'ai des cash flows qui commencent à varier, et c'est au cas que les cash flows vont vraiment commencer à varier, à ce moment-là, peut-être que ça vaudrait la peine d'écrire toute la formule. Écoute, à un examen, vous n'êtes pas pénalisé pour avoir mis plus de formules. Donc, au taux d'indifférence, la valeur des deux projets est égale à 27 994 et 62. Comment est-ce que j'arrive à cette réponse? Soit que j'ai calculé la vanne de A à 16,25 %, soit que j'ai calculé la vanne de B à 16,25 %, 26 %.
Donc, en exercice, à chaque semaine, je vous demande tout le temps de refaire toutes les questions des diapos, tous les exercices des diapos, et de faire autant d'exercices que possible. Après le cours de la semaine prochaine, vous allez être en mesure de faire 75 à 80 de toutes les questions. OK. Alors maintenant, je vais regarder encore une fois deux projets, le projet A et le projet B. Maintenant, regardez, si vous remarquez, le projet A et le projet B ont tous les deux des cash flows de 300 000 $. Par contre, les cash flows ne sont plus constants. J'ai un cash flow de 40, 200 et 300 000 pour A. Et pour B, j'ai 230, 140, 100 000 $, autant 1, 2 et 3. Lequel vaut la peine d'investir? Encore une fois, on doit faire le calcul de VAN, le calcul de taux de rendement interne. Alors, ça va être des questions normales d'examen. Et je vais vous demander quel est le taux d'indifférence de ces projets. Quel est le taux d'intérêt qui rend la valeur de ces deux projets égale? Et quelle est la VAN à ce taux d'indifférence? Donc, quelle est la VAN du projet A? La VAN du projet A, on dit que quelle est la VAN du projet A si le coût du capital est de 14 %? La vente du projet A, c'est 300 000 au temps 0, plus 40 000 au temps 1, escompté à 14 %, plus 200 000 au temps 2, escompté à 14 %, plus 300 000 au temps 3, escompté à 14 %. Avec votre calculatrice, vous ne pouvez plus utiliser les boutons financiers, mais avec les registres, cash flow 0, cash flow 1, cash flow 2, cash flow 3, I est égal à 14, compute NPV. Donc, à la longue, 300 000 au temps 0, cash flow qui est payé, c'est négatif. 40 000 au temps 1, on escompte à 14 % pendant une période. 200 000 au temps 2, on escompte à 14 % pendant deux périodes. Cash flow au temps 3, on escompte à 14 % pendant trois périodes. La valeur de ce projet est de 91 472. À un examen, ça ne me dérange pas si vous arrondissez à la pièce près. Soit la pièce, soit la scène. C'est un peu frustrant pour un prof quand j'ai une réponse de 91 472,7 ou encore pire quand j'ai 91 472,679423333. Arrondissez à la scène. Par contre, pour les taux d'intérêt, si jamais vous avez un taux d'intérêt qui est une moyenne pondérée, gardez toutes vos décimales. Ça va vous sauver du temps. La plupart de mes problèmes en finance 1, c'est qu'il y a certaines et même en finance 2, c'est que des coûts du capital de 13,333333, il y a beaucoup d'étudiants qui vont arrondir ça à 13,33. Vous allez être surpris sur des investissements d'1 milliard que ça pourrait changer de 10 000 $ par réponse. Vous n'allez pas être pénalisé. Il arrive des fois que je regarde la solution et je n'arrive pas à je ne vois pas comment vous êtes arrivé à cette réponse-là. Alors, si je ne vois pas que c'est de l'arrondissement, alors, tout le temps une bonne idée de garder toutes vos décimales pour un taux d'intérêt. Par contre, pour les cash flows et pour les valeurs, s'il vous plaît, arrondissez soit à la scène ou à la pièce près. Alors, taux de rendement interne, 300 000 au temps 0, 40 au temps 1, 200 000 au temps 2, 300 000 au temps 3. Alors, les cash flows sont maintenant escomptés à un certain taux d'intérêt qui fait en sorte que la valeur de ce projet, elle est égale à 0. Alors, cash flow 0, cash flow 1, cash flow 2, cash flow 3. Compute IRR devrait vous donner 27,35 %. Maintenant, la question que je vous demande par la suite, quelle est la vente? Alors, la vente du projet à 14 % est de 91 473. L'autre question que je vous demandais, quelle était la vente du projet à 23 %? Maintenant, à partir de ce moment-ci, j'assume que vous comprenez le concept de faire un calcul de VAN et de taux de rendement interne. C'est pour ça que je vous dis à chaque semaine de refaire des exercices, sinon vous allez être débordé. La 5e, 6e semaine, ce n'est pas le moment de commencer votre étude pour l'examen ou l'UTP. Vous allez voir que la matière vient très vite. Alors, à 23 %, ce serait exactement les mêmes calculs.
Alors, c'est exactement le même calcul que la première ligne, le 91 000. Par contre, si on escompte à 23 au lieu de 14 on escompte les cash flows futurs à un taux d'intérêt plus élevé, ce qui fait en sorte que la valeur de ce projet, elle est plus grande. La valeur de ce projet à 23 est de 25 931. Si par contre le taux d'intérêt est de 27,35 la vente de ce projet serait égale à zéro. Alors, le taux de rendement interne de A, 27,35 Alors, à 27,35 la vente du projet, elle est égale à zéro. Alors, plus que le taux d'intérêt est élevé, plus qu'on escompte les cash flows futurs. On va maintenant regarder le projet B. Alors, normalement, écoutez, je vais arrêter l'enregistrement pour 3 minutes et je vais vous demander de calculer le taux de rendement interne du projet B. Je vais vous demander de calculer la vente du projet B à 14 et à 23 Et pour ceux qui sont vraiment sharp, si vous avez le temps, essayez de calculer le taux d'indifférence entre les deux. Alors, donc, si vous êtes arrivé à une réponse, à la réponse de E, bravo, vous avez la bonne réponse. OK, donc, la vanne à 14 si je rank mon cash flow initial au temps 0, mon cash flow 1 au temps 1, 2 et 3, et je fais compute NPV, et la calculatrice va me demander le taux d'intérêt. Je rentre 14 j'escompte ça, et ça me donne 76 977 Je peux faire le calcul à la main, ou si vous avez accès à Excel, faites-le à la main. Par contre, maintenant, toutes les données sont dans la calculatrice. Si je change le taux d'intérêt dans la calculatrice pour 23 et je fais Compute NPV, ça va me donner la vente de ce projet qui est de 33 268. Alors, vente à 14 76 000. Vente à 23 33 000. Vous pouvez voir que lorsque le taux d'intérêt continue d'augmenter, on escompte davantage nos cash flows futurs et donc la vanne devient de plus en plus faible. Donc, le taux de rendement interne est nécessairement plus grand que 23 Alors, quand on fait le calcul, le taux de rendement interne est de 31,46 Si je fais un calcul de vanne à 31,46 la vanne de ce projet va être égale à zéro. Pour le calcul du taux d'indifférence, le taux d'indifférence, encore une fois, c'est le taux d'intérêt qui fait en sorte que le projet A et le projet B sont égaux. Quelle est la valeur du projet A? C'est 300 000 au temps 0, 40 000, 200 000, 300 000 au temps 1, 2 et 3. Alors, à un certain taux d'intérêt, mettez n'importe quelle variable, I, R pour rendement, WACC, mettez n'importe quelle variable aléatoire, c'est juste de la nomenclature. La valeur du projet A au taux d'indifférence, c'est 300 000 négatifs, plus 40 000, plus 200 000, plus 300 000 au temps 1, 2 et 3, escompté avec 1, 2 et 3 périodes d'intérêt. Ça, c'est la vanne du projet A. Et on dit qu'à ce taux d'intérêt, la vanne du projet B serait égale. Alors, au temps 0, on a un cash flow négatif de 300 000, 230, 140 et 100 000 au temps 1, 2 et 3, escompté à ce même taux d'intérêt. OK. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on a des cash flows? Alors, je ne vais jamais vous poser une question où est-ce qu'on a des cash flows qui sont négatifs et positifs. Mais avec le taux d'indifférence, vu à un caprice mathématique, quand vous allez réduire votre équation, vous allez peut-être avoir des signes positifs de cash flow négatifs et positifs. Et ça peut donner des problèmes de racines. Alors, au secondaire, on avait tous vu les équations quadratiques. AX carré plus BY plus C est égal à 0. Et on avait deux racines. Quand les cash flows ne changent de signe qu'une seule fois, alors cash flow initial négatif, tous les autres cash flows vont être positifs. Ça va être de règle générale, on va avoir juste un taux de rendement. Si par contre, on a plusieurs cash flows, ici, vous pouvez remarquer qu'à gauche et à droite, on a une équation qui est cubique. Alors, on a un exposant au 3. Alors, c'est comme quadratique, sauf qu'on a un exposant supplémentaire au temps 3. On pourrait avoir jusqu'à 3 racines pour cette équation. Et quand les signes changent de côté, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que l'équation va avoir des racines qui sont absurdes. Alors, pour cette équation, quand on réduit cette équation, on va commencer par additionner 300 000 de chaque côté. On va soustraire 230 000 au temps 1 de chaque côté.
On va soustraire 140 000 de chaque côté au temps 2 et 100 000 au temps 3, on va soustraire ça à chaque côté. Donc, cette formule se réduit à un cash flow net de 0 au temps 0. 40 000 moins 230 000 au temps 1, c'est 190 000 négatif. 200 moins 140, c'est 60. 300 moins 100, c'est 200. Alors, on a un cash flow négatif au temps 1 et des cash flows positifs par la suite. Alors, ici, il va juste avoir une racine. Alors, cette racine va être de 19,6 %. À 19,6 %, les deux projets ont la même valeur. Donc, si les signes ils changent de côté, alors à 19,6 %, la vente du projet A est égale à la vente du projet B. Et maintenant, prenez ce 19,6 dans vos calculs de tantôt et rentrez ça comme taux d'intérêt, comme coût du capital, et faites ce calcul soit pour la vente du projet A, soit pour la vente du projet B. Et dans les deux cas, vous allez avoir une vente qui est égale à 48 623. En dessous de 19,6 %, un projet va valoir plus que l'autre. En haut de 19,6 %, ça va être l'inverse. Vu le timing des cash flows, la durée des cash flows, alors vous devez faire le calcul pour savoir c'est quoi ces chiffres, mais en dessous de 19,6 %, il y a un projet qui vaut plus. En haut de 19,6 %, l'autre projet va valoir plus à cause du timing et du montant de chaque cash flow. Taux d'indifférence est le taux d'intérêt qui fait en sorte que les deux projets ont la même valeur. Donc, un autre exemple. Cash flow. Les deux projets ont des investissements initiaux de 200 000, alors des cash flows qui sont négatifs. Le projet A a seulement deux cash flows de 150 000 et le projet B a trois cash flows de 110 000. Alors, je vous demande, quelle est la vente de chaque projet à 14 %? Quel est le taux de rendement interne de chaque projet? Et quel est le taux d'intérêt qui fait en sorte que les deux projets A et B ont la même valeur? Donc, encore une fois, je vais vous donner quelques minutes pour faire ce calcul. Alors, je vais vous demander, alors, si vous faites le calcul de la vente à 14 % pour les deux projets, essayez de calculer le taux de rendement interne pour les deux projets, essayez de calculer le taux de rendement, le taux d'indifférence pour les deux projets, et par la suite, tentez de calculer la valeur de chaque projet au taux d'indifférence. Calcul. Alors, je suis maintenant rendu au point où est-ce que j'assume que vous êtes capable de faire un calcul de vente. Alors, la vente du projet A au taux d'intérêt de 14 %, 46 999,8. Taux de rendement interne. Alors, à 14 % la valeur du projet, elle est positive. Si le taux d'intérêt est en dessous de 31,87 %, le projet va avoir une valeur positive. En haut, si le taux d'intérêt est plus grand que 31,87 %, la valeur du projet va être négative et donc on refuserait le projet. Donc, du moment que le taux d'intérêt est en dessous de 31,87 %, on accepterait ce projet. La vente du projet B, 57 000 à 55 379,52. Encore une fois, ça, c'est un calcul qui est fait à 14 %. Le taux de rendement du projet B est de 29,92 %. Donc, à 14 % le projet B vaut autant que le projet A. Alors, le taux d'intérêt augmente de 14 à 15 à 16 %, la valeur des deux projets vont baisser. Mais le projet B, vu du timing des cash flows, alors il y a des cash flows qui sont plus éloignés, alors des cash flows au temps 3, ils vont être davantage escomptés. Plus que le taux d'intérêt est important, plus que ces cash flows vont être davantage escomptés. Ce qui fait en sorte que plus que le taux d'intérêt augmente, plus que la valeur du projet B vaut moins, mais il va chuter plus rapidement que le projet A. Et le point où est-ce que le projet B va avoir la même valeur que le projet A est à 23,21 %. Donc, si le taux d'intérêt est de 23 %, le projet B va valoir plus que le projet A. À 23,21 %, le projet A et le projet B ont la même valeur. Et si vous faites un calcul avec un taux d'intérêt de 24 %, le projet A va valoir plus que le projet B.
et ainsi de 24 si ça continue d'augmenter jusqu'à 29,92 Les deux projets vont être des projets profitables, mais à 29,92 le projet B va dorénavant plus être profitable. Le projet A sera quand même profitable. Écoute, la valeur ne sera pas si forte que ça. Et si le taux d'intérêt continue d'augmenter, le taux d'intérêt utilisé est plus grand que 31,87 maintenant, les deux projets vont avoir une valeur qui est négative. Donc, si le taux d'intérêt est de 0, vous pouvez faire le calcul rapidement. Alors, si vous regardez si le calcul ici, le taux d'intérêt est de 0, le premier projet vaudrait 100 000, le deuxième projet vaudrait 130 000. Plus que le taux d'intérêt augmente, alors 100 000, 130 000, à 14 55 000, 46 000. Alors, ça commence à chuter. À 23,21 les deux projets valent 20 503 et 1. Et quand ça continue d'augmenter jusqu'à 30 le projet B ça ne vaut plus la peine. Et à 32 le projet B ainsi que le projet A ne vaut plus la peine. Donc, c'est ça. Alors, quand le taux d'intérêt commence à augmenter, la valeur des deux projets baisse, mais le projet B va baisser plus rapidement que le projet A, jusqu'à 23,21 puis par la suite, le projet A va valoir plus que le projet B. OK. Alors, j'ai mentionné tantôt le taux d'indifférence, tu peux le calculer à la calculatrice. La formule se réduit à être van de A est égal à van de B. Alors, quand on a fait le calcul tantôt pour la van de A versus la van de B, le projet A avait juste deux cash flows et un cash flow ici, notre cash flow est de 0. Alors, c'est 150 000 au temps 1 et au temps 2, 0 au temps 3. Temps 3, pour projet B, c'était 110 000 pour chacun de tes cash flows. Alors, encore une fois, tu vas tout mettre d'un côté qui est égal à 0. Mais par contre, quand vous faites ça, il se peut que, vu le timing et la valeur des cash flows, il se peut que vous avez des cash flows, les signes qui vont changer. Et c'est un caprice mathématique qui va faire en sorte que vous allez avoir des taux d'intérêt qui vont être négatifs. Ce sont tout simplement des taux d'intérêt absurdes à cause des racines mathématiques. Alors, s'il y a plusieurs taux d'intérêt, prenez tout le temps, il va en avoir un qui est positif. C'est très rare que j'ai des questions d'examen où il y a un étudiant qui a sorti un taux d'intérêt négatif. Alors, c'est très rare. Ça peut arriver par contre. Mais c'est généralement, quand on fait le calcul du taux d'indifférence, c'est juste parce qu'on met des cash flows positifs et négatifs tous d'un côté. Et ça fait en sorte que la caprice peut sortir. Écoute, ça ferait une bonne question d'examen, honnêtement, si je trouvais une situation où est-ce que vraiment il y aurait ce caprice mathématique. Je vais y penser pour l'examen. S'il y a des taux d'intérêt qui sont négatifs, vous allez les ignorer. Parce qu'il y a plusieurs taux d'intérêt. Les taux d'intérêt négatifs, c'est tout simplement pour répondre à la racine. Alors, une équation quadratique ou une équation cubique, vous allez avoir 2 ou 3 racines. Vous ignorez tous les taux d'intérêt qui sont négatifs. Dans le cas où est-ce que vous avez plusieurs taux d'intérêt positifs, vous prenez toujours le taux d'intérêt le plus élevé. Alors, jusqu'à présent, tous les projets qu'on a vus avaient un cash flow négatif au temps 0 et des cash flows positifs par la suite. Si c'est le cas, le taux de rendement interne va être unique. De même, pour un exemple, on avait un cash flow négatif au temps 1, tous les cash flows positifs par la suite. Alors, n'importe quelle situation comme ça, vous allez avoir un taux d'intérêt qui va être unique. Si par contre, vous avez une situation où il y a un cash flow négatif au temps 1, positif au temps 2, négatif au temps 3, positif, vous allez avoir des racines qui ne sont pas, vous n'allez pas avoir une équation qui se réduit à une racine. Alors, le taux de rendement interne ou le taux d'indifférence va être, vous allez avoir plusieurs réponses. Dans ce cas-ci, vous gardez celui qui est positif. Tous ceux qui sont positifs, vous gardez celui qui est le plus élevé. C'est lui qui est important. Donc, supposons qu'on regarde l'inflation. Alors, jusqu'à présent, on a vu un taux d'intérêt. De nos calculs, on est en train d'exclure le taux d'inflation. Mais quand on investit aujourd'hui 1 million de dollars, le 1 million qu'on connaît aujourd'hui, il est certain. Mais le cash flow qu'on projette dans une période, il est incertain. Nous, pour l'examen, on va assumer que tous les cash flows sont certains. Par contre, on laisse compte un cash flow futur avec un certain taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, si c'est une action à la bourse, je vous dis souvent, c'est du 10 Le taux sans risque est de 3 La réalité, c'est que la bourse te donne un rendement qui est égal à 7 net d'inflation.
Alors, si j'investis 1 $ à la bourse aujourd'hui, je vais avoir en moyenne 1,10 $ dans un an. Mais le coût du capital va être de 3 % avec de l'inflation. 1 $ aujourd'hui peut juste m'acheter des choses au prix de 1,3 $ dans un an. Donc, je vais avoir 1,10 $. Mon dollar, il me coûterait 1,3 $. Net, j'ai fait 3 cents sur un investissement de 1 pièce. Alors, ça peut porter à confusion, mais normalement, moi, je veux dire un taux d'intérêt qui est net d'inflation. Alors, ça veut dire qu'on a soustrait l'inflation ou un taux d'intérêt qui inclut l'inflation. Mais le langage américain, le langage français et le langage américain, on va dire un taux nominal. Ceux qui ont eu Finance 1 avec moi, ou j'espère avec les autres profs aussi, vous avez vu des taux nominaux, des taux nominaux, qui est tout simplement un taux qui est affiché. On doit convertir ça en effectif. Dorénavant, pour ce cours, on va utiliser taux nominal pour dire que ce taux d'intérêt, on n'a pas exclu l'inflation de notre calcul. Alors, on ne fait pas de conversion. Tous les cash flows vont se faire annuellement. Donc, on ne convertit aucun taux d'intérêt cette session. Donc, si je vous dis que le taux d'intérêt, le rendement du marché est de 10 %, si le taux d'inflation est de 3 %, le rendement des obligations d'épargne du Canada, le taux sans risque, 3 %, net, j'ai fait 7 %. Alors, si on regarde n'importe quelle période de 25 ans, si tu aurais investi avant la crise de 1929 et tu regardes ton 1000 $ en 1929 et tu regardes en 1954, net d'inflation, tu aurais fait très proche de 7 %. Si tu aurais investi en 1996, juste avant l'explosion de la bourse des tech stocks, et tu regarderais aujourd'hui ton rendement, tu as un portefeuille diversifié, tu aurais fait en moyenne très proche de 7 % net d'inflation. Alors, nominal, ce serait combien d'argent est-ce que tu as aujourd'hui? Écoute, si tu fais du 25 %, mais le taux d'inflation est de 18 %, qui était plus ou moins le cas dans les années 30, tu as quand même fait du 7 %. Si tu investis à du 5 % mais le taux d'inflation est négatif, tu as une période déflationnaire, tu as quand même fait du 7 % net. Ton pouvoir d'achat, elle a augmenté de 7 %. Alors, nous, on va dire nominal pour dire qu'on n'exclut pas l'inflation. Alors, tous les taux qu'on a vus jusqu'à présent étaient des taux nominaux, un taux nominal. Et si on exclut l'inflation maintenant, on peut faire ça de deux façons. Soit qu'on soustrait le taux d'inflation du taux d'intérêt, ou bedon, on va projeter tous les cash flows futurs au taux d'inflation. Donc, ceux qui ont eu Finance 1 avec moi, vous avez vu que si on a 1 plus 10 %, alors si le taux d'intérêt nominal est de 10 %, 1 plus le taux réel est égal à 1 plus 3 % et vous résolvez pour le taux réel. Par contre, vu que c'est des taux qui sont projetés, si je vous dis que le taux nominal est de 10 % et que le taux d'inflation est de 3 %, vous pouvez bel et bien me dire que le taux réel est de 7 %. Formule exacte, formule approximative, j'accepte les deux quand vous faites vos calculs. Et ça peut dépendre, des fois, vous allez préférer un à l'autre. Ça dépend de la situation. Utilisez une méthode qui utilise pour vous. Alors, si je vous dis que le taux de rendement est de 20 %, le taux de rendement est de 20 %, mais le taux d'inflation est de 3 %, ça veut dire que grosso modo, ton taux de rendement devrait être égal à un chiffre qui est très proche de 17 %. Alors, si vous approximez, ça va être égal à 17 %. Et si vous utilisez la formule exacte, ça va vous donner 16,50 %. Pour des gros chiffres, c'est une grosse différence. Alors, c'est une obligation hypothécaire. Une obligation hypothécaire, alors les Fannie Mae, Freddie Mac aux États-Unis, une obligation hypothécaire te paye du 4 %. Ce taux est un taux nominal et je vous dis que l'inflation américaine est de 1,5 %. Si vous utilisez la formule exacte, 4 % nominal à 1,5 % d'inflation, ça te donne un taux réel qui est égal à 2,46 %. Alors, 4 % est égal à environ 2,5 % réel plus 1,5 % d'inflation. J'accepte les deux. Et honnêtement, j'ai la moitié des étudiants qui vont utiliser une méthode, l'autre moitié qui va utiliser l'autre méthode. Dans mes solutionnaires, vous allez peut-être voir que j'ai utilisé une méthode, mais les deux sont acceptables. Donc, pour évaluer un projet maintenant, soit qu'on ajuste tous les cash flows futurs pour tenir compte du 3 %,
ou bedon, on réduit le taux d'intérêt qui est utilisé, WACC, de 3 %. Alors, notre exemple, 200 000 au temps zéro qui est négatif d'investissement, 80 000, 70 000, 85 000 au temps 1, 2 et 3. Le taux d'intérêt est de 12 %. Est-ce que c'est un projet qui est profitable? On va commencer par calculer ce projet à du 12 %. Alors, comme on a fait depuis le début de la session. Puis par la suite, on va regarder si peut-être l'inflation ne vient pas jouer dans notre analyse. Par la suite, je vais tenir compte de ce taux d'inflation de 4 %. Deux façons que je peux le faire. Soit que je projette chaque cash flow à du 4 % pendant 1, 2 et 3 années, ou ben donc, j'escompte le 12 % à du 4 %. Ici, il y a beaucoup d'étudiants qui vont tout simplement dire 8 %, j'accepte. Et si vous voulez utiliser la méthode exacte, 12 % avec de l'inflation, sans inflation, est égal à 7,69 % avec inflation, si on tient compte de l'inflation. Tout aussi bon. Par contre, vous allez remarquer, ceux qui projettent les cash flows à du 4 %, vous êtes en train d'utiliser la méthode exacte. Et ceux, à la place qui ne projettent pas les cash flows, qui escomptent à du 8 %, vous utilisez la méthode approximative. Vous allez voir que les vannes vont changer de quelques points. J'en suis au courant lors de la correction. Votre démarche est bonne des deux façons. Par contre, dans mon solutionnaire, peut-être que je ne présente qu'une façon. Je pense que mes solutionnaires les plus récents auraient deux façons, ou du moins une sous-ligne qui dit si vous avez utilisé du 8 %, voici la réponse. Donc, sans tenir compte de l'inflation, avec un taux nominal de 12 %, taux d'intérêt nominal de 12 %, 200 000 au temps 0, 80 000 au temps 1, 70 000 au temps 2, 85 000 au temps 3, escompté avec 1, 2, 3 périodes d'intérêt, 12 % par période. Ça veut dire que la vente de ce projet, elle est négative. Moins 12 268,54 $. Donc, en théorie, on devrait refuser ce projet. Donc, si je ne tiens pas compte des cash flows, je suis en train d'escompter à du 12 %. Si je ne tiens pas compte de l'inflation, je suis en train d'escompter à du 12 %. La valeur du projet, elle est négative. Maintenant, quand je fais ce calcul, normalement, quand je fais de l'évaluation de projet, je le sais qu'aujourd'hui, je dois payer 200 000. Dans ma tête, je projette le 80 000. La manière que je projette ce 80 000, c'est que je me dis, OK, ben, je m'attends à vendre X quantité de produits. Donc, je connais mes ventes. Si je vends cette quantité-là, je connais le coût unitaire. Et par la suite, je connais mes charges de dépréciation parce que j'ai un investissement aujourd'hui. Si j'ai des charges d'intérêt que nous, on ignore pour la plus grande partie du cours, je les connais aujourd'hui et je suis capable de projeter tous mes cash flows. Un petit problème, quand je projette mes ventes, j'ai tendance à projeter mes ventes avec le prix du marché d'aujourd'hui. Alors, les ventes qui vont être projetées ne tiennent pas compte de l'inflation. Alors, ce que je proposerais de faire, c'est que tes cash flows de 80 000, 70 000, 85 000, je m'attends à vendre 10 000 articles à 8 $ la première année, 10 000, un peu moins l'année suivante et un peu plus de quantité. Mon prix unitaire dans ma tête est de 8 $. Alors, 10 000 articles à 8 $, quelque chose comme 8 000 articles à 8 $, un peu plus que 10 000 articles, alors 10 600 articles à 8 $. C'est comme ça que je vois ça dans ma tête. Je vois la quantité vendue, mais le prix, je suis ancré en date d'aujourd'hui. Alors, mon prix de vente va être de 8 $. Je devrais tenir compte du 3 % d'inflation, ou 4 % dans notre cas ici, d'inflation. Donc, ça voudrait dire qu'en réalité, le cash flow que je vais recevoir au temps 1, ça va être 80 000, mais qui tient compte de l'inflation. Alors, je vais tout simplement prendre 80 000, je vais multiplier par 1,04. 70 000 va tenir compte de 4 % d'inflation pour 2 années et 85 000 va tenir compte de 4 % d'inflation pendant 3 ans. Donc, je vais ajuster les cash flows futurs pour 1, 2 et 3 périodes d'inflation. Alors, c'est la même équation. Au temps zéro, j'ai 200 000.
J'ai 80 000 au temps 1 escompté à 12 pendant une période, mais ce 80 000, je vais assumer qu'il va croître de 4 en inflation. Pourquoi? Je suis capable de projeter la quantité vendue, mais le prix de vente, je suis ancré en date d'aujourd'hui. Je vais ajuster mon estimé en conséquence. Au temps 2, je m'attendais à recevoir 70 000 avec un prix d'aujourd'hui, mais avec les prix dans 2 ans qui tiennent compte de l'inflation, je m'attends à avoir 70 000 ajustés de 4 pendant 2 périodes. Et le 85 000 de tantôt va être ajusté à 4 pendant 3 périodes. Ce qui fait en sorte que si je tiens compte de l'inflation, je vais avoir. Alors, c'est équivalent à dire que si je tiens compte de l'inflation à 12 alors le premier cash flow de 80 000, en réalité, je vais recevoir, si je tiens compte de l'inflation, de 83 200. Le 70 000 sans inflation, c'est comme 75 712 avec inflation. Le 85 000 sans inflation, si je tiens compte de l'inflation, c'est 95 613. Et je vais escompter ça au 12 ce qui fait en sorte que le projet est profitable, vaut 2 698,62 si je tiens compte de l'inflation. Donc, c'est un projet qui est profitable. Mais vu que je ne tenais pas compte de l'inflation, je projetais mes cash flows avec des données d'aujourd'hui et mes cash flows sous-estimaient le cash flow réel qui serait reçu. Donc, ici, une façon de le faire, j'ai tout simplement ajusté mes cash flows à 4 pour chaque période. Donc, ça, c'est une méthode qui est exacte. Une autre façon de le faire, c'est qu'au lieu d'utiliser du 12 je vais garder les cash flows constants, 80 000, 70 000, 85 000, mais le 12 je vais l'ajuster de 4 pour tenir compte de l'inflation de 4 Donc, si j'utilise la méthode exacte, 1 plus 12 c'est égal à 1 plus mon coût du capital réel, fois 1 plus 4 d'inflation. Alors, j'espère que vous avez vu ça en Finance 1. Si ce n'est pas le cas, utilisez l'approximation. Si vous étiez avec moi, vous avez vu ça en Finance 1. En Finance 1, j'acceptais les deux méthodes. Donc, 12 qui tient compte de 4 d'inflation, c'est comme 7,692 net d'inflation, le taux réel. Maintenant, quand vous faites des calculs de taux d'intérêt ici, si vous utilisez la méthode exacte, je vous demanderai de garder autant de décimales possible. Parce que si vous arrondissez à 2 décimales, ça va changer tes réponses de 2-3 piastres par tranche de 1000. Alors, sur 12 000 piastres, ça pourrait changer ta réponse de 20 $. Donc, si je fais le calcul maintenant, tous les cash flows, si j'escompte les cash flows ici, au lieu des escomptés à du 12 j'escompte à 7,692 Alors, 200 000 au temps 0, 80 000 au temps 1, 70 000 au temps 2 et 85 000 au temps 3. Tous mes cash flows maintenant, au lieu de les escompter à du 12 je vais les escompter à un taux d'intérêt qui tient compte de l'inflation, 7,692 Et vous voyez, ça me donne, ça c'est la méthode exacte, ça me donne exactement la même réponse. Écoutez, je vais vous dire tout de suite, ça ne me dérange absolument pas que vous preniez tous les mêmes 3 cash flows de 80 000, 70 000, 85 000 et au lieu d'escompter à du 12 pour tenir compte de ce 4 d'inflation, vous allez escompter à du 8 Alors, le même calcul qui est calculé en escomptant du 8 va te donner une vente qui est positive de 1563,53. Vous voyez que 0,308 de taux d'intérêt, ça change quand même la réponse de 1000 $. C'est pour ça que je vous dis, gardez toutes vos décimales pour les taux d'intérêt. Mais ici, il va y avoir une ou deux méthodes. Je le sais d'avance que les étudiants vont choisir une ou l'autre méthode. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Vous êtes en train de projeter des cash flows. Nous, pour l'examen, on assume que les cash flows sont certains. Mais en vraie vie, là, on ne connaît jamais les cash flows futurs. On les projette. Alors, votre modèle est aussi bon que les variables aléatoires utilisées. Alors, garbage in, garbage out, si vos hypothèses sont fausses, vos résultats vont être faux. Alors ici, c'est juste des hypothèses. Je ne peux pas vous dire que 2698, c'est une meilleure réponse que 1563 et 53. Sauf qu'à un examen, je m'attends à un ou l'autre.
Et mes anciens examens, généralement, je vais avoir une note, je vais utiliser une façon de le faire et je vais avoir une note du professeur par la suite qui dit la vente calculée à 8 ça vous donne ceci. Vous allez souvent voir dans mes anciens examens que il y a des taux d'intérêt qui ont été calculés et j'ai eu des étudiants qui ont fait des calculs avec des taux d'intérêt arrondis à 4 décimales. Alors, vous allez voir pourquoi est-ce que le prof a mis un taux d'intérêt à 4 décimales puis a fait le calcul avec une valeur à 4 décimales. C'est juste parce que j'avais des étudiants qui avaient une bonne démarche, une bonne réponse, mais la réponse finale a changé de quelques points. Ici, si tu arrondis à la troisième ou à la quatrième décimale, ça pourrait faire une différence de. Mais si tu arrondis à la première décimale, ça fait une différence de 1000 $. Si tu arrondis à la troisième décimale, ça pourrait faire une différence de 20 $. Tu arrondis à la quatrième décimale, ça pourrait faire une différence d'une pièce. C'est pour ça que je vous dis, pour éviter l'ambiguïté, gardez autant de décimales pour vos taux d'intérêt.